le droit est une science et le problème et la mission du droit, c'est de déduire les articles du droit les uns des autres, de les maintenir en cohérence et de les faire appliquer. Ou plutôt, car l'application est un concept proprement politique, d'en maintenir la validité. Alors, ce principe de validité veut dire que on fait abstraction, je cite toujours Kelsen, des jugements de valeur moraux et politiques, des jugements de justice en particulier, qui se fondent sur des idéologies qui, contrairement aux jugements de valeur juridiques, ne correspondent pas à une réalité sociale précise. C'est-à-dire que, pour Kelsen, tout jugement qui se prétend un jugement de justice repose sur des valeurs extrêmement floues, indéterminées, ou bien trop nettement déterminées par les groupes de pression qui les évoquent, et ne repose pas sur une réalité sociale précise. La conséquence, c'est que le droit, comme système du droit, ne concerne et n'inclut dans l'ordre juridique, dans la déduction des propositions juridiques, que ce qui peut se comprendre de manière scientifique. Alors c'est un point essentiel, et c'est ce qui explique la notion de positivisme. Il y a un domaine objectivable, c'est celui du droit. La justice n'est pas objectivable, et donc elle n'entre pas dans la définition du droit. Il en résulte que le système du positivisme logique établit un ordre qui n'a ni besoin ni ambition d'atteindre la justice. Je cite encore Kelsen, 86 de la théorie générale du droit, un ordre impersonnel et anonyme, telle est la norme. Le droit est donc un ensemble de normes, mais pas un ensemble de normes prétendant à la justice, laquelle est objectivement indéfinissable. Alors, ce qui est étrange ici, c'est que Kelsen n'était en aucune manière... Enfin, Kelsen était un démocrate, parlementariste, infiniment plus proche de l'idéal démocratique de la République de Weimar. Et pourtant, c'est sa doctrine, plus encore que celle de Schmitt, qui permet de justifier, au nom de la non-justice, je ne dis pas la justice, de la non-justice du droit positif, de conclure, je cite toujours la théorie du droit, page 48 de la traduction française, c'est 1.6, je cite, « Le droit de certains États totalitaires autorise le gouvernement à enfermer dans des camps de concentration des personnes dont la mentalité ou les tendances ou la religion ou la race lui sont antipathiques et à les y contraindre aux travaux qui lui plaît, voire à les tuer. Si énergiquement que l'on puisse condamner de telles mesures d'un point de vue moral, Kelsen en est tout à fait d'accord, que c'est condamnable, on ne peut cependant pas les considérer comme étrangères à l'ordre juridique de ces États. » Et il se réfère aux lois de 1934 qui, justement, ont inauguré à la fois l'antisémitisme et les camps de concentration. En disant que, d'une certaine manière, c'est parfaitement légitime du point de vue du droit, du système du droit, du positivisme juridique, que de considérer ceci comme des normes. Alors, les dérives de cette conception sont aussi visibles que ses avantages. Les avantages consistent à faire du droit un système d'organisation sociale qui est en fait le fondement de l'État au sens hegelien et donc mis en œuvre par un système qui est de normes cohérentes entre elles, de normes qui donc relèvent de l'administration des choses, car les choses seules sont objectivables, et non pas du gouvernement des
des gens, des personnes. Bon, Grotius est évidemment dans l'arrière-fond, comme celui à qui on s'oppose. Alors, je pense que l'on doit poser plusieurs questions. Premièrement, à propos du positivisme. Bon, la grande force du positivisme juridique, c'est de dire que justement, il est positif. Il parle de ce qui est objectivable et de ce qui est un positum, un donné. Les données sociologiques, économiques, politiques, internationales, et c'est cela qui est réglé par le droit. Mais comme l'a reproché un ancien élève de Kelsen, l'un des plus célèbres, Vögling, comme il lui a reproché après la guerre, c'est la notion de positum, de ce qui est posé, qui est parfaitement discutable. Parce que pour Kelsen, n'est posé que ce qui est objectivable. Or, même dans la tradition philosophique allemande, dont il dépend largement, le positif, le positum chez Kant, chez Hegel, chez Fichte, c'est précisément ce qui n'est pas objectivable. Par exemple, dans la critique de la religion que Hegel faisait à la suite de Kant dans sa première période, il reprochait aux religions révélées, aux religions historiques, comme on disait à l'époque, de reposer sur des faits, sur un positum qui lui était indémontrable, qu'il était un fait donné et que l'on ne pouvait pas rationaliser à moins de le réinterpréter complètement, ce que fit la Aufklärung. Mais justement, le fait, le propre du positum, c'est qu'il est donné, et donc, s'il n'est pas objectivable, ce n'est pas parce qu'il n'est pas réel, ce n'est pas parce qu'il est flou, c'est parce qu'il est antérieur à celui qui le considère, qui veut le régler, qui veut se régler sur lui, qui veut en tirer des normes. Donc, on pourrait dire que le positivisme juridique, en un sens, n'est ni positif ni juridique. Je m'explique. Il n'est pas juridique parce qu'il pose que le droit n'a pas de rapport avec la justice, ce qui est une thèse radicale quand on y songe. Que le droit peut s'exercer, et s'exercer d'autant plus efficacement, qu'il ne s'enquiert pas de savoir s'il respecte une justice absolue. Une justice qui serait un positum, justement. Et deuxièmement, il n'est pas positif parce que ce qu'il appelle le positif, c'est ce qui est déjà objectivé. Or, comme on sait maintenant, il y a un paradoxe qui fait que tout objet est subjectif. C'est apparemment un paradoxe, mais un objet, philosophiquement parlant, c'est ce qui est constitué par un sujet. Et les sciences se constituent des objets grâce à l'activité de leur méthode et par le choix des paramètres qu'elles respectent justement comme le champ, pour définir le champ de leur investigation légitime. Mais l'objet, il n'y a rien de plus subjectif. Donc on pourrait dire que le positivisme juridique est, si je puis dire, une double contradiction. Alors, face à une contradiction à propos du positum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données antérieures à la rationalisation, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, vous en avez parlé très bien, M. Bassonnier, en parlant de la crise de la sécurité, événement historique du terrorisme, qui est un positum avec lequel on doit se débrouiller, même si on ne comprend pas sa signification. De même, la crise sanitaire est une crise précisément parce que c'est un positum que nous ne comprenons pas et que nous ne maîtrisons pas. Les revendications de justice individuelle violente, incontrôlable, sont justement un positum et le politique doit faire avec et essayer de trouver de la justice là. Pas dans les règlements, mais là d'abord. Bon. C'est pourquoi nous avons une difficulté. Donc, il y a plusieurs questions qui se présentent ici. À l'encontre de cette définition très rapide et cette critique évidemment réduite à l'essentiel du positivisme logique, que signifie, que revendique, que promet,
que permet peut-être le droit naturel face à cette définition du droit. Le droit dit naturel n'est pas d'abord naturel. Je veux dire par là qu'il est essentiellement politique si l'on s'en tient, par exemple, à Aristote. Aristote pose que la justice, permettez-moi que je ressorte mes quelques références exactes, c'est toujours meilleur que de parler en général. Il y a une justice politique. Il y a une justice politique. Alors, pourquoi la justice est-elle politique? Parce que l'homme est, par nature, un animal politique. C'est-à-dire que la politique n'est pas juridique au sens du positivisme juridique, elle est une détermination de ce que l'homme est. Il est impossible à l'homme de n'être pas politique, c'est-à-dire de ne pas vivre en communauté. Toute la question est de savoir ce qu'implique, selon la nature, la fusseille, c'est-à-dire non pas un droit naturel abstrait, mais selon la réalité des choses, selon le donné, que la justice doive régir le politique, la cité, la politique et l'être politique, si je puis dire, de l'homme. L'être politique de l'homme se définit par ce qu'Aristote appelle l'utile, le sumphéron. Le sumphéron, les pères de l'Église diront aussi le fait, reprendrons l'utilité, le terme d'utilité, la Christotès, le fait d'être utile et nécessaire. La cité est un lieu de l'utilité réciproque. Et ce qui règle toutes les normes, toutes les lois, nomos, c'est en fait qu'elles doivent contribuer, et c'est très difficile suivant les cités, dit Aristote, car il faut tenir compte des particularités géographiques, historiques, culturelles de chaque cité et économiques, démographiques de chaque cité. Dans chaque cité, le sumphéron, qui est toujours l'exigence qui permet de tenir la multitude dans une seule cité, dans une seule police, ce sumphéron doit être défini à partir d'un positum. Il n'emploie pas ce terme, mais nous le pouvons peut-être utiliser, un positum toujours varié. Donc le problème, c'est que les normes, c'est-à-dire les lois concrètes, le droit positif, doit toujours, n'est possible que parce qu'il répond à la recherche de ce que nous appelons maintenant le bien commun, terme qu'on devrait redéfinir naturellement. Le bien commun, et le bien commun est lui-même possible que si c'est le bien commun pour tous. C'est-à-dire que s'il réalise l'idéal politique. Et c'est ici que l'on rejoint une dimension, un débat proprement chrétien. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on doive dire proprement chrétien. Je m'explique. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, est confronté au problème qui est un peu le nôtre aussi. Pourquoi l'Empire romain semble menacé et de fait disparaîtra, pas encore à l'époque de Saint-Augustin, mais après, disparaîtra sous le coup, comme on dit, des invasions barbares. Et il y a une discussion que Saint-Augustin mène dans la Cité de Dieu pour répondre à cette question, dans laquelle il s'appuie sur un dialogue de Cicéron, La République, qui met en scène Scipion. Et Cicéron commente une remarque, Saint-Augustin commente une remarque de Cicéron, ça se trouve dans la Cité de Dieu, livre 2, 21-2, je vous la lis, je traduis. Scipion détermine que le peuple n'est pas n'importe quel rassemblement, coetus, on pourrait dire troupeau, rassemblement d'une multitude, mais seulement le rassemblement avec un consensus du droit, iuris consensu, et un coetus qui est sociabilisé, sociatum, associé, par l'utilité de la communion, par la communion d'utilité.
C'est-à-dire que il ne suffit pas de rassembler avec des normes positives dans des lois au sens du système du positivisme juridique, un ensemble d'une population pour faire une cité. Il faut que ce soit l'agrément, le consensus selon le droit qui les lie, qui lie les gens rassemblés, c'est-à-dire en fait qu'ils soient associés par la communion de l'utilité. Alors c'est très intéressant de voir que le terme de communion est utilisé, non pas par Saint-Augustin, mais d'abord par Cicéron. Et c'est la communion de l'utilité, c'est-à-dire ce qu'Aristote appelait le sum ferum. Le sum ferum. Bon. L'utilité commune. Donc, il y a une norme métapolitique du politique. Une norme métapolitique du politique. Alors, on peut dire que la modernité, c'est pourquoi je remontais à Hobbes, après la dissolution, disons, du consensus entre les nations chrétiennes, après les guerres de religion, jusqu'à l'établissement des États westphaliens, après la paix de Westphalie, il y a eu un moment où le fondement métapolitique du droit n'a plus été la justice comme telle, mais a été l'autorité du prince. Et c'est dans ce système que nous sommes peut-être en train de sortir, et on pourrait dire que Kelsen, et tout ce qui s'ensuit, n'est que l'ultime aboutissement de la négation de la dimension métapolitique, la communion dans l'utilité et le consensus du droit de la politique, de la police, de la cité. C'est ceci qui est en cause. Et donc, ce constat étant fait, ce sera mon dernier point, on peut dire, mais quel est donc le fondement métapolitique de l'ensemble juridique des normes? Quel est le lien entre la norme juridique et la justice? La justice est-elle définissable? La réponse est que la justice n'est pas définissable. La justice n'est jamais l'objet d'une science. Alors pour Kelsen et pour ses partisans, c'est évidemment la raison pour laquelle il faut tenter de faire une théorie politique qui puisse être indépendante de toute décision trop ambitieuse sur la nature de la justice. C'est pourquoi Kant disait qu'un bon système politique, ce serait un système qui permettrait d'établir des normes, une manière de réglementation juridique, même dans un peuple de brigands. C'était en fait une citation de Saint-Augustin qui pose la question, si l'on enlève la justice, que sont les règnes, sinon des grands brigandages? Cité de Dieu 4. Alors, ce dont nous rêvons à l'intérieur du positivisme logique, c'est d'avoir un système de normes qui serait valable même si nous étions un peuple de démons, pour parler comme Kant, ou même si nous n'avions aucun concept, aucune notion de la justice. C'est exactement ce que nous essayons de faire, que nous essayons de réglementer la violence, que nous essayons de réglementer l'inégalité, que nous essayons de réglementer d'une certaine manière les écarts de revenus, etc. Que nous essayons de réglementer la liberté religieuse. Nous considérons que tous les citoyens sont des brigands et que néanmoins, c'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer la justice parce que personne ne sait ce que c'est, et qu'il faut donc faire des normes et des règlements à la place, et que tout en restant des brigands, si je puis m'exprimer ainsi, nous allons être des citoyens justes dans une société juste et démocratique, fraternelle, une société libérale extrêmement avancée. Alors, évidemment, tout ceci suppose que nous n'ayons aucune notion de la justice, parce que la justice n'est pas objectivable. Alors, sur ce point, il y a une doctrine que je pense est tout à fait remarquable, c'est celle à la fois de saint Augustin, mais surtout de saint Thomas. Saint Thomas pose que la justice n'est jamais réductible aux normes. Et donc, aucune constitution d'aucune cité, aucun système politique ne peut
en tant que telle, atteindre la justice. Mais la justice est telle que, je voudrais retrouver la citation de saint Thomas, elle est une participation dans la créature rationnelle à la loi éternelle. Autrement dit, il n'y a aucun homme qui n'ait une notion innée de la justice pour une raison extrêmement simple. C'est que le principe est que, c'est le principe augustinien, mais aussi chez Cicéron, chez Sénèque, et repris par saint Thomas, de tout homme, nous savons une chose, et ceci indépendamment de la qualité morale de cet homme. Chez le pire brigand, chez le pire dictateur et chez le pire gangster, il est certain qu'il fait ce qu'il fait parce qu'il veut être heureux. Tout homme a en lui-même la volonté, non seulement instinctive, mais consciente, de vouloir être heureux à tout prix. Et cet instinct-là, disent ces penseurs, enfin du moins Augustin et saint Thomas, vient du fait que, au fond de l'homme, se trouve le désir de béatitude. Le désir de béatitude, c'est-à-dire pour eux le désir de la vision béatifique. Mais le désir de béatitude est indiscutable, instinctif, irrépressible. Et nous pouvons dire que tous les désordres de nos sociétés sont tous fondés sur le désir de béatitude. Et si vous demandez à vos pires ennemis politiques ce qu'ils veulent, ils veulent la même chose que vous. Ils veulent être heureux et rendre les hommes heureux. Donc le désir de béatitude, contrairement à ce que dit Kelsen, n'est pas une valeur abstraite, vide, et que l'on ne peut pas tenir qu'on ne peut pas prendre en compte dans un raisonnement juridique. Elle est un test absolu de toute norme juridique. Toute norme juridique n'est applicable, n'est, comme vous l'indiquiez, admissible par les administrés ou les sujets du droit, que dans la mesure où le sujet de droit reconnaît dans cette norme un lien avec le désir de béatitude, le bonheur, si l'on veut. Le désir de béatitude est, si je puis dire, l'indice, enfin, non, ce qu'on appelle la justice, sans savoir ce que c'est, est seulement l'indice du désir de béatitude. Et la difficulté du droit, c'est qu'il doit toujours, d'une certaine manière, dans ces normes, dans les normes qui sont indiquées, il doit toujours, pour apparaître, comme on dit, juste ou injuste, faire sentir qu'il s'ordonne au bien commun, c'est-à-dire au désir de béatitude de tous. Et la grande faiblesse des discussions juridiques, c'est que la norme n'est jamais finalisée. La norme n'est jamais finalisée. Et la seule finalité qui puisse être acceptée dans tous les cas par l'administré ou le sujet juridique, c'est que cela le rende heureux, ou qu'ils comprennent que cela a un rapport avec le fait qu'il puisse être heureux. Je termine sur la question de l'acceptabilité d'un nouveau confinement. L'acceptabilité d'un nouveau confinement ou l'acceptabilité des vaccins est uniquement liée au fait de savoir si c'est bon pour moi, c'est-à-dire si c'est un rapport avec mon désir de béatitude. C'est le seul critère. On a pu faire marcher à la mort la totalité ou presque de la société allemande. On a pu faire durer l'Empire soviétique reposant sur l'internement d'un quart de la population dans des goulags, uniquement parce que ces populations pensaient qu'un tel système de normes n'était pas injuste. C'est-à-dire qu'il contribuait au bien commun, c'est-à-dire qu'il contribuait pour chaque individu au désir de béatitude. Réintroduire le désir de béatitude comme l'expression, comme le fondement
de la justice permettrait de, de mettre un terme non seulement à l'inflation du droit positif, mais surtout au fait que le droit positif n'accroche plus, patine. Le patinage du droit positif vient du fait qu'il est déconnecté du bien commun, du sum ferum, c'est-à-dire au bout du compte de la justice, et l'instinct de justice n'est que le reflet du désir de béatitude. Je termine. On peut dire qu'il ne faut pas, si je puis dire, invoquer, et c'est peut-être la faiblesse de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on ne pouvait sans doute pas faire autrement, hein, mais invoquer le droit naturel uniquement comme un idéal abstrait, c'est d'une certaine manière donner raison à Kelsen. Il faut le prendre comme un idéal absolument concret. Alors bien entendu, ici on me dira que là je suis en train de passer à la théologie. D'abord, la théologie fait partie du débat rationnel. Elle n'en est pas exclue. Alors que la culture théologique soit faible dans les élites explique qu'ils ne considèrent que la théologie ne fait pas partie des débats rationnels, mais c'est une faiblesse, une faiblesse culturelle. Et d'autre part, peut-être que la question du désir de béatitude n'est pas seulement de théologie chrétienne. Cette question de vouloir être heureux, cette question universelle que l'on peut poser à tout le monde, saint Augustin disait qu'on peut la poser à n'importe quel païen et qu'il répondra à la question « Voulez-vous être heureux à tout prix ?» Il répondra toujours « oui ». Donc ça n'est pas une question, c'est une question qui peut venir des théologiens, mais c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Théologien éduqué ou pas, croyant ou pas, chrétien ou pas, la question n'est pas là. Les terroristes font ce qu'ils font parce qu'ils veulent être heureux. Donc la véritable question n'est pas d'appeler le droit naturel pour l'opposer au système juridique positiviste, mais de mesurer le lien entre la norme et la justice et de faire reposer la justice sur un instinct absolument indéracinable, qui est l'instinct de la béatitude. Alors, merci beaucoup pour ces propos, Monsieur Marion. Donc l'orateur ou l'oratrice suivante, c'est vous, ma sœur. Et donc, c'est moi. La parole sur ces poursuites de nos débats. Est-ce que c'est allumé? C'est allumé, je crois. Il suffit de parler devant et ça marche. Alors, tout va bien. Donc, c'est à moi la suite, et c'est une suite d'une tonalité tout à fait différente. Je vais parler donc avec une double expertise, celle à la fois de psychanalyste, j'exerce depuis une vingtaine d'années. Et puis, j'ai été très longuement aumônier de prison à Fleury-Mérogis, chez les hommes. Et j'ai travaillé auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté à ses débuts, voilà, pendant 5 ans. Alors, ces expériences-là ont cultivé en moi, j'allais dire, un certain regard sur l'humain et la façon dont il est traité. C'est de cela dont je vais parler ce soir. Et c'est à partir des premiers mots, j'allais dire, de la question de l'argument, y a-t-il une loi au-dessus des lois, que je vais essayer de dire quelque chose. La première, cette question va me permettre de vous partager à la fois les colères, les déceptions, mais aussi les espérances que mon contact avec le concret, j'allais dire des effets de la loi, sur les hommes et les femmes que j'ai rencontrés, que tout ça a fait mûrir en moi. J'ai d'ailleurs écrit quelques livres sur le sujet. Alors je vais retenir 2 acceptions de ces quelques mots-là. La loi au-dessus des lois,
D'abord, une première exception qui sera une loi au-dessus des lois en tant qu'elle se croit ou se pense au-dessus de la loi. Et puis une autre exception, une loi au-dessus des lois en tant qu'elle en est au fondement. Alors je commence par une loi au-dessus des lois en tant qu'elle se croit, se pense au-dessus des lois. J'allais dire qu'on la trouve partout, dans la vie de tous les jours, avec tous ceux qui pensent que la loi, d'une certaine façon, ne les concerne pas, ou qu'ils peuvent en aménager les contours, suivant leur bon vouloir. Partout et tout le temps, nous sommes témoins de cela. J'allais dire dans la vie courante. Voilà. Les atteintes, je dirais, au code de la route, au non-port du masque, à tout ce qu'on veut, bon, bref. Mais aussi dans le quotidien des familles, avec la violence faite aux femmes, aux enfants, etc. Et puis évidemment, dans le quotidien des lieux de privation de liberté. Bref, cette loi-là, qui est, semble-t-il, purement subjective, elle est sûrement et très souvent bien argumentée. Voilà, je fais ce que je veux. C'est moi le chef. Ou bien c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je sais. C'est moi qui ai l'autorité. Et dans mon cabinet, j'écoute quotidiennement les ravages de ce détournement de la loi. Des enfants, des adultes victimes d'abus en tout genre. Les blessures faites au corps, à l'esprit, à l'âme, incalculables, irréversibles, tout le monde le sait. Qu'est-ce que cette humanité qui fait subir à d'autres la dictature de sa propre loi, alors même que la loi, entre guillemets, officielle, est normalement là pour leur garantir protection et écoute. Durant près de 18 ans, donc, j'ai travaillé dans ces lieux de privation de liberté qui sont le plus souvent hors du regard de l'extérieur. Et j'ai vu cette loi-là s'appliquer quotidiennement. Le secret, l'entre-soi, favorise ces attitudes. Et je dois dire que lorsque je suis rentré comme contrôleur auprès du contrôleur général des prisons, j'ai pensé trouver là un lieu qui me permettrait peut-être d'aller voir comment, de manière peut-être plus officielle, oui, comment cette application de la loi se vit, ne se vit pas, et quelles en sont effectivement toutes les conséquences. Au contrôle général, il y a quelques éléments qui sont donnés, j'allais dire, dès le démarrage, quant à l'esprit, voilà, qui anime le contrôle, et qui disent que le droit à la vie, le droit à ne pas être soumis à la torture, etc., font partie de ces droits intangibles sur lesquels il ne faut pas, j'allais dire, lésiner de poser son regard et surtout son esprit critique. On le sait bien tous. Une personne détenue, un malade psy, un gardé à vue, un étranger sans papier. Bref, toute personne vulnérable sans vraiment de défense, toutes ces personnes sont la cible de toutes sortes de dérives possibles. Il est donc fondamental qu'une autorité puisse essayer de veiller au respect, du respect de ses droits fondamentaux. Mais pour autant, j'allais dire que l'expérience, même au bout de quelques années, m'a montré combien c'est un travail sans cesse à refaire et que finalement, je ne sais pas très bien à quoi on aboutit avec ce contrôle-là. Dieu sait si on a fait un nombre de rapports, que tout ceci a été bien lu, et qu'on nous a dit, oui, bien sûr, tout ça va changer. Bon. Ces dérives qui sont bien connues, mais si peu prises réellement en compte, elles entachent, j'allais dire, le quotidien de vie de ces personnes privées de liberté. Quelques exemples, parce que ces exemples-là, ils disent vraiment le concret, j'allais dire,
de ces dérives qui ont l'air de rien au démarrage, mais qui finalement entachent, j'allais dire, profondément le regard que l'on pose finalement sur l'humain, que l'on est censé, j'allais dire, accompagner, protéger. Bon. Les humiliations en tout genre, alors que normalement on ne doit pas être soumis à un traitement dégradant ou inhumain. On est tutoyé, appelé par son prénom, molesté, montré du doigt. J'ai vu des gens en hôpital psychiatrique rester des années sans possibilité d'une chambre seule, sans possibilité d'un minimum d'intimité, interdiction de photos privées au mur. Tout de même, c'est énorme. Hein. Des humiliations, des mises en danger, alors que normalement la protection de l'intégrité psychique et physique des individus doit être préservée. Voilà. Trafic de médicaments, les ascendants des co-détenus, bref, on connaît toutes ces affaires-là dans les prisons. Être ignoré, c'est-à-dire combien de fois on écrit pour demander quelque chose et on n'a pas de réponse. On ne peut pas avoir de travail. Et pour ceux qui ne parlent pas la langue, se trouver dans l'impossibilité de comprendre ce qui leur arrive et dans l'impossibilité quelquefois de se défendre, etc., etc. J'ai vu des personnes âgées ou handicapées dans des hôpitaux psychiatriques laissées devant leur assiette sans que personne se demande jamais si finalement ils vont la manger ou pas, comme si ça n'intéressait pas. Donc je pourrais continuer la liste longtemps, mais je pense que ça suffit pour illustrer ce que je veux dire. C'était comme ça il y a 25 ans, quand j'ai commencé à fréquenter ces lieux. C'était encore comme ça quand je les ai quittés il y a 6 ans. Et je sais que ça continue, malgré tout le travail effectué par des centaines, des milliers de gens de bonne volonté, des gens intelligents, des gens impliqués, des gens conscients. Mais il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que la prison, par exemple, que je connais bien, pour l'avoir fréquentée pendant tant d'années, est le lieu par excellence où normalement l'application de la loi est censée être la plus irréprochable possible. Je crois qu'il y a dans la culture pénitentiaire notamment quelque chose de difficile à combattre. Comme si dans ce lieu, il fallait remettre de la peine à la peine. Ils sont en prison, me disent-ils souvent. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. D'ailleurs, tout est fait pour qu'ils ne l'oublient pas. Je me demande si, en tenant de tels propos, d'ailleurs, il y a fort à parier, mais ça c'est la psychanalyste qui parle, que ces personnes disent aussi quelque chose d'elles-mêmes. C'est un peu troublant quand même, voilà. Mais bon, je ne suis pas naïve. Et la dénonciation de l'application de la loi ne me met pas pour autant du bon côté. Il y a des justes combats, il y en a d'autres qui le sont moins. Et qu'est-ce qui pourrait me faire affirmer que ce que je dénonce comme injuste est nécessaire à dénoncer et est injuste, effectivement? Alors je vais dire que je pense que ce sont 2 instances en moi, ma conscience et ma foi. J'en arrive à mon point 2. Une loi au-dessus des lois en tant qu'elle en est au fondement. Ce serait donc une loi qui garantirait la justesse, les droits intangibles, serait la gardienne de la loi. Et c'est une interrogation de Benoît XVI qui me met en chemin sur cette question. Il dit, dans un message pour la Journée mondiale pour la paix en 2008, « Comment, non sans perplexité ni incertitude, l'homme peut arriver à découvrir, au moins dans ses lignes essentielles, cette loi morale commune qui, au-delà des différences culturelles, permet aux êtres humains de se comprendre entre eux
en ce qui concerne les aspects les plus importants du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Une loi morale commune. Dans ma foi de chrétienne, cette loi commune s'enracine dans la certitude que nous sommes tous et toutes fils et filles de Dieu. Commune humanité. Ce savoir tous créé et voulu par Dieu. Certes, c'est un postulat de foi, c'est le postulat de ma foi. Alors une loi au-dessus de la loi, là, oui, oui, celle qui parle de la dignité de tout être humain et de leur droit à être entendu, vu et rencontré comme tel. Parce que l'humain que j'ai rencontré dans les lieux privatifs de liberté est trop souvent un humain que la loi a abandonné. Je suis, comme vous tous, témoin de tant de souffrances, tant de malheurs à répétition. Les victimes d'hier deviennent trop souvent les bourreaux d'aujourd'hui. Il y a là un cycle infernal auquel la justice des hommes ne semble pouvoir opposer le moindre remède. Si le feu s'éteint d'un côté, il se rallume d'un autre. Nous n'en avons pas fini avec le mal que nous sommes capables de nous faire les uns aux autres. Alors il peut y avoir la tentation de désespérer, de jeter l'éponge et de se dire que cela nous dépasse, me dépasse. Oui, au cœur de toute loi, n'y a-t-il pas l'homme en tant qu'il est blessé? Il souffre et a besoin d'être protégé, entendu, défendu. Je dirais la même chose de mes patients et de leur histoire de vie, qui les conduisent à venir consulter quelqu'un qui les écoute et les aide à retrouver la dignité due à tout être humain. Quelqu'un qui a violé, qui a été méprisé, battu, rejeté. Quelqu'un qui a été violé aussi. Tous ont un immense besoin de savoir que quelque part, quelqu'un peut l'entendre et le croire. Est-ce que le juste est ce que la loi prescrit? Je ne sais pas. Il semblerait que non quand même. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir si le juste est dans la façon dont elle est appliquée ou non. Mais les messages que me délivre ma conscience sur ce sujet sont-ils si clairs? Comment alors l'interroger et la vérifier pour ne pas être tout simplement prise, en ce qui me concerne, dans le piège de l'absolutisé? Car si c'est la conscience qui nous fait choisir ultimement, si c'est elle qui me dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais pour l'homme, oui, je l'écoute, mais je peux me tromper. Le Concile Vatican II a réaffirmé, au chapitre paragraphe 16 de la Constitution, Gaudium Spes, au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Je sens que c'est ma foi aussi qui me fait croire cela et tenter de le tenir au quotidien dans ma façon d'être auprès de ceux et celles qui viennent me dire le fond de leur misère, de leur colère, de leur ressentiment. Je termine avec quelques pistes de réflexion comme ça. Comment penser notre commune humanité qui fonde une éthique du sujet sans vouloir la défendre et la faire vivre, comme le dit si bien une de mes consoeurs moralistes? Oui, la défendre et la faire vivre, mais comment? Sûrement avec le regard que nous portons sur les personnes les plus fragiles. Celles qui nous font peur ou celles que nous rejetons un peu plus facilement. C'est tout l'enjeu de notre vivre en société. Voilà, faire en sorte que la personne reste une personne, quoi qu'elle ait fait, qui qu'elle soit.
en croyant aussi qu'il y a de l'avenir pour toute personne. Sinon, il y a le risque du déni du sujet, comme sujet à part entière, capable d'évoluer, de devenir, de se réinventer. Et puis, en faisant aussi l'expérience que nous appartenons à la même espèce humaine, de tous ceux que je rencontre, que nous rencontrons. Espèce humaine qui a ses mêmes divisions, ses tiraillements, ses ombres, ses lumières. Et je dois dire que c'est la plus profonde leçon que j'ai reçue de l'écoute de toutes ces personnes dans les lieux privatifs de liberté, mais aussi dans mon cabinet de psy. Et je vais vous dire que cette acceptation d'être de la même espèce humaine n'est pas toujours facile, ni confortable. Mais c'est la condition première pour rentrer en relation avec un être humain. Certes, le passage à l'acte délimite une ligne qui nous sépare, et l'identité n'est pas identification, mais la reconnaissance de notre identité humaine commune ouvre l'espace nécessaire à toute parole vraie et peut garantir un minimum de respect de la dignité de chacun, celle de l'autre, mais aussi la mienne. Et puis enfin, en mettant Dieu au cœur de la rencontre, ça c'est ma foi. Je me rappelle de ce que m'avait écrit un jour une personne détenue. Il me disait, cet homme, la première valeur, la première attitude d'autrui, le premier regard dont j'ai besoin pour vivre, c'est la miséricorde. Un peu de clémence, voilà ce dont j'ai besoin. Alors pour moi, la miséricorde, c'est le lieu de l'espérance pour chacun de nous. C'est le regard de Dieu posé sur tout homme. Et Dieu sait s'il y a des citations dans l'Évangile. Voilà, on en trouve en Jean. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ou que votre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Cette espérance tient mon action au plus profond, même si je vacille souvent, car c'est un grand défi pour la foi. En ce moment, je reçois beaucoup de personnes qui souffrent, je dirais, des dérives, des abus de l'Église. Je peux vous assurer qu'au bout d'une semaine d'écoute, quelque chose vacille quand même un peu en soi. L'espérance, c'est pas un mot comme ça. Ça se cultive au jour le jour. C'est un peu comme le champ d'un agriculteur. Voilà. Ça se vraiment au jour le jour. Alors, pour finir, je vous cite les quelques vers d'un poème de Francine Carriot, qui est une théologienne protestante. Dis-leur seulement qu'une parole vient qui brise les évidences. Dis-leur que de l'humain, une autre vision est possible. Dis-leur que l'hiver des cœurs habite une promesse. Dis-leur surtout que la lumière attend de naître sous leurs pas, dans le terreau de leur fragilité reconnue. Voilà, ma présence à moi, je pense, doit dire cela, pour que l'essence même de la loi soit le respect de la commune dignité de chacun dans un avenir possible. Alors il y a des jours où c'est extrêmement complexe, tellement le visage humain est enfoui derrière une histoire trop crue, trop terrible. Pourtant, c'est mon acte de foi. Merci.